Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, très content mais avec un aft de malade mental sur le bas de la langue, ce qui rend chaque mot une torture, mais on est de retour et je suis très content de vous amener cette vidéo, on fait des sacrifices sur la chaîne, mais je suis aussi content parce que bon, Chelsea, deuxième de Première Ligue après 14 journées, on avait peut-être juste un an d'avance, on avait peut-être raison un peu trop tôt, parfois ça arrive. Mais ouais, en ce moment, Chelsea est bel et bien dauphin de Première Ligue, 14 journées, 8 victoires. Ils ont aussi, grâce à leur succès contre Southampton, c'était hier, 5-1, 5-1 en déplacement, leur troisième victoire consécutive en PL, sixième match d'affilée sans perdre. Grâce à tout ça, ils ont la meilleure attaque. Ouais, juste ici, 31 buts marqués, la meilleure attaque de l'élite, 2 pions de plus que les amis de Liverpool. Ils sont aussi c'était le plus fort total de XG pour une équipe à l'extérieur en Première Ligue depuis la saison 2008-2009. Ça leur a permis donc de devenir, comme on a dit, la meilleure attaque du championnat. Ils ont aussi 57 buts, toutes compétitions confondues. Forcément, quand tu passes des 8-0 contre des équipes arméniennes en Conference League, ça aide. Mais surtout, au-delà de tout ça, leurs matchs sont devenus très consistants, riches. Il y a tout un tas de choses que je vois dans ce Chelsea d'Enzo Maresca. Donc voilà, cette équipe m'intéresse beaucoup. Elle m'intriguait déjà l'année dernière, mais là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui est en train de naître. Donc, je me suis sorti à peu près 5-6 axes d'analyse. Aïe, aïe. Et je vous propose de les dérouler ensemble. Le premier, comme j'ai dit donc, la meilleure attaque du pays, 31 buts, et sur ces 31 buts, ouais, un seul penalty, but moins penalty, ils sont à 30, juste là. Donc c'est aussi le plus gros total de XG du championnat, 29,1, Liverpool est juste derrière à 28,6. Forcément, bon, ça aide quand t'as un Cole Palmer qui est juste sensationnel, comme la saison dernière. Alors lui, il est sur les mêmes standards que 23-24, mais but plus passe D, voilà, je crois qu'il est à 9 plus 6, 9 buts, 6 passes D pour Cole Palmer, ça en fait le deuxième joueur à égalité avec Bukayo Saka, le plus décisif de l'élite, ça là, bien sûr, dans son propre monde là, à 21. Mais voilà, Salah pour Liverpool, Saka pour Arsenal, Cole Palmer pour Chelsea. On peut ajouter peut-être Haaland pour City. On a les franchise players de Première Ligue. Il en est un, clairement et définitivement. Et il y a pas que, c'est pas que Cole Palmer l'histoire de ce succès offensif pour Chelsea. On a aussi par exemple un Nico Jackson qui est juste derrière, à je crois 8 buts et 3 passes D, 11 contributions décisives pour lui. Son but contre Villa là, qu'on a vu dans un pub à Liverpool avant d'aller à Anfield, c'était juste genre 2 heures avant le match de Liverpool City. Donc on a regardé un peu la première mi-temps dans le pub. Son but contre Aston Villa, le premier là, cette frappe intérieure de surface, franchement très belle reprise pied gauche, il n'est pas facile à mettre, il y a pas mal de défenseurs, la finition est sublime, poteau rentrant, et je vois un Jackson qui est bien meilleur tueur que la saison passée. Il est, alors où est-ce qu'on peut retrouver ici? Voilà, Jackson, cette saison, c'est comme on a dit 8 buts, mais en 7,58 XG, donc même légère surperformance par rapport à ces chiffres sous-jacents. L'année dernière, bien sûr, la grosse histoire de Nico Jackson, c'était le volume d'occasion était là, mais c'était un piètre finisseur, je crois le deuxième pire juste derrière Darwin Núñez, en différence de XG par rapport à ses buts. Il en avait planté 14, mais sur 19,86 XG, quasiment ouais, 14 buts pour on va dire 20 XG, net sous-performance. Donc, cette fois, ça va mieux. Il peut faire encore plus, je trouve. Il y a quand même un petit peu de gâchis. Il peut devenir un 9 d'élite en surperformant année après année ses XG, comme le faisait Harry Kane à un moment en PL. Mais son pourcentage de tirs cadrés est assez bon. Il vendange assez peu. En tout cas, il trouve régulièrement la cible. 61,3% de tirs cadrés. C'est le 5e meilleur total de l'élite. Et on retrouve pas mal de défenseurs centraux dans ce classement qui est biaisé par un faible volume de tir. Jackson, il y a un gros volume de tir. Et la plupart, donc, sont cadrés. Ouais, c'est une bonne chose. Je crois aussi que pour Cole Palmer, j'avais oublié une petite stat qu'on aurait pu ressortir. Au-delà de ses contributions décisives, il est aussi le deuxième joueur de l'élite avec le plus de passes clés, passes qui précèdent un tir. En plus, c'est souvent Enzo Fernandez qui tire les corners, donc ça vient même pas forcément de là. Voilà, à 2 longueurs de Bukayo Saka, juste pour dire à quel point il est influent et décisif pour Chelsea. Donc, on a parlé de Jackson, on a parlé de Cole Palmer. Peut-être on peut dire un truc sur l'ami Noni Madueke. C'est pas parfait. Il a même été mis sur le banc contre Aston Villa, justement, parce que Maresca voulait qu'il réponde mieux. Il avait démarré la saison, on se souvient, son premier match là, c'était un triplé
en première journée, enfin son premier match à lui contre les Wolves. Derrière, les contributions décisives se sont fait attendre, mais là il revient plutôt pas mal. Son entrée contre Villa a donné une passe décisive, contre Southampton, là hier, un but, une passe D. Moi j'aime plutôt bien Madueke, et bon, on verra cette saison, mais il a déjà autant de buts que la saison dernière, sur toute la saison dernière. Bon, après c'est quasiment avec le même total de minutes, 938 par rapport à 1053. Il joue plus, il a été quand même beaucoup titularisé par Maresca cette saison. J'aime bien Madueke, il apporte du volume, il apporte quelque chose que les autres ailiers de Chelsea apportent moins, c'est-à-dire la percussion rentrée sur son pied à l'intérieur. Il a le 5e volume total de tir de l'élite. C'est aussi le 3e total à égalité avec Jackson et Palmer justement en nombre de tirs cadrés, 2e en tirs cadrés par 90 minutes, il y a seulement Haaland qui est au-dessus. Et aussi sur les portées progressives, on parlait d'un joueur de percussion, voilà, il est dans les standards d'un Kaoru Mitoma. C'est le même nombre de possessions progressives que Kaoru Mitoma de Brighton, et bon, le premier Doku est dans son propre monde bien sûr. Mais voilà, juste pour dire, le type de joueur qui est Madueke, aussi chevauché dans la surface de réparation, et les deux seuls joueurs qui sont devant Madueke, c'est Salah et Savigno de City. Donc voilà, il y a quelque chose d'utile. Maintenant, il y a plus de réalisme à trouver devant les buts, je pense, et un petit peu plus de justesse aussi dans le dernier choix pour moins frustrer certains supporters du Chelsea. Mais dans l'ensemble, je trouve que Madueke, avec Palmer, avec Jackson, ça fait quand même partie des histoires intéressantes de cette histoire offensive de Chelsea en 2024-2025. Et en plus, bon, il y a Madueke, ici, qui a marqué donc ce but contre Southampton, typiquement avec percé depuis le côté, ensuite on roule son pied gauche, but un petit peu Robbenesque. On avait parlé aussi de Jackson, j'avais oublié de montrer la stat, c'est le joueur avec le plus de courses à haute vitesse de la saison en Première Ligue. Bon, presque, on s'en fout, mais juste pour dire à quel point il est une menace dans la profondeur, et ça on va parler dans le deuxième point d'analyse, la patte Maresca, et quelque chose de très intéressant je trouve qui se construit avec la relation Palmer-Jackson, Enzo Fernandez-Jackson, la verticalité, les passes en profondeur, l'axialité de cette équipe de Chelsea, qui est très visible, et dans les chiffres aussi. Donc Jackson, je pense, l'attaquant un peu, bon, idéal je sais pas, il pourrait marquer encore plus de buts, mais un attaquant dont le profil colle bien à l'identité offensive que veut mettre en place Maresca. Et quand on parle d'identité offensive, c'est les joueurs offensifs à proprement parler, mais moi je trouve tout le monde contribue. Je vois un Enzo Fernandez très haut sur pas mal de séquences, il a 2 ou 3 buts en première ligue lui aussi. La projection contre Villa, souvent c'est ce relais, ce premier Caicedo, Fernandez. La projection est top parce qu'après il y a l'appui sur Palmer. Palmer entre les lignes, c'est toujours un régal pour les incursions, pour le petit jeu, et ça passe. L'enchaînement d'Enzo Fernandez, il est dingue. Bon, le screenshot est pas magnifique, mais si vous avez vu ce but là, le but du 2-0 contre Villa, magnifique Enzo Fernandez. Ça, il en est capable. Et il y a lui, il y a les super subs entre guillemets de Chelsea, même si titulaire contre Southampton. Nkunku qui a eu 11 entrées en jeu, il apporte régulièrement des trucs comme là ça va donner une passe décisive, une action dont on va reparler tout à l'heure. Mais ouais, beaucoup de présence. Beaucoup de joueurs qui peuvent entrer, peuvent faire mal. J'ai essayé de construire un 11 rapide de Chelsea. Pour l'instant, même si Pedro Neto, c'est plus un ailier droit, il est gaucher, il est en concurrence avec Madueke. Madueke a plus joué titulaire ici, et Neto, du coup, je crois c'est 6 titularisations, 6 entrées en jeu, et souvent, quand même, c'est à gauche, quand il est titulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre en plus de Palmer et Jackson, comme a dit Christopher Nkunku, mais il y a aussi Jadon Sancho, qui a marqué son premier but en Première Ligue ce week-end, il y a Joao Félix, Modric, même s'il joue très peu. Voilà, il y a de la présence sur le secteur offensif. Il y a des joueurs pas mal. Et on a parlé donc de Nkunku, Jadon Sancho. Voilà, ça c'était contre Southampton. Son premier but, la percée. Beaucoup de gars contribuent. Et dans l'ensemble, on a la meilleure attaque d'Angleterre. Pas pour rien, parce qu'il y a des top joueurs qui font des top saisons. Mais il y a aussi pas mal de bagages derrière en sortie de banc. Alors la patte Maresca, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose qu'on est en train de voir se dessiner. C'est un truc que je veux dire, c'est que déjà saison dernière, c'est pas juste parce que je les avais mis deuxième, mais déjà saison dernière, moi je trouvais qu'on voyait de bonnes choses à Chelsea. Il y avait le début de saison où il y avait des séquences de faiblesse, de perte de balles, des lacunes, ok, des moments où il se mettait en danger, un peu tout seul. Mais par contre, il y avait aussi des séquences de sortie de balles, séquences collectives où je trouve tu voyais une vraie équipe. On avait fait cette vidéo sur Jackson, mais même sur les relais, Enzo Fernandez, Caicedo, les projections. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, mais même si on accepte ce début de saison où peut-être j'étais le seul à voir ça entre guillemets, peut-être je me trompais,
Sur la fin de saison, sur les 3 derniers mois, entre février et mars, Chelsea, vous vous souvenez, avait fini très très fort. Ils étaient la 3e meilleure équipe de Première Ligue sur cette période, 14 matchs, seulement une défaite dans l'eau, 36 buts marqués. Franchement, ils étaient chauds. Ils étaient juste derrière City et Arsenal. Et ça pouvait présager une petite montée en puissance. Je veux dire que c'est pas juste Pochettino nul, Maresca bien. Il y avait déjà quand même quelque chose qui était en train de se dessiner là-bas. Maintenant, ouais, c'est sûr, il y a aussi une vraie patte Maresca. Comme on a dit, le jeu court sur le nombre de passes longues tentées cette saison en Première Ligue. Chelsea est genre 13e, 14e. Sur, qu'est-ce que j'ai aussi comme chiffre, les centres, ils sont très très bas, 16e. Alors que par exemple, la densité axiale, c'est très clair le nombre de passes en profondeur qui sont tentées. Typiquement le circuit Palmer-Jackson dont on parlait, 41 passes en profondeur sur le début de saison. Il n'y a que Villa qui est au-dessus, 42. Derrière, c'est United à 36, City à 32, Chelsea en a 41. Et c'est Palmer, mais ça peut être aussi Enzo Fernandez. Souvent, je vois une équipe avec des gars très très serrés parce qu'il y a Fernandez en projection, il y a Palmer bien sûr en 10, il y a l'avant-centre, et après, Madueke peut venir graviter beaucoup intérieur par exemple. Donc je vois souvent cette recherche de la passe axiale qui tue. Après une sortie de balle où tu as créé un premier décalage, il y a de l'espace à aller attaquer dans le dos. Et voilà, je vois beaucoup ça. Ça amène un but typiquement contre Southampton. Je dirais aussi sur la patte Maresca, c'est aussi la patte Bernardo Cuevo. Ils ont pris l'entraîneur des coups de pied arrêtés de Brentford, c'était, si je dis pas de bêtises, et de la Norvège aussi pendant une courte période. En tout cas, Chelsea bien meilleur sur coup de pied arrêté. Depuis, non seulement ils n'ont pas encaissé un seul corner de la saison en Première Ligue, mais ils en marquent contre Southampton, le corner classique où tu mets 1000 gars dans les 6 mètres adverses et c'est 10 à 10 qui le coupent pour le coup. Mais ouais, bien meilleur sur coup de pied arrêté que la saison dernière. Tout ça pour dire la patte Maresca et son staff aussi, dans une certaine mesure. Le troisième point qui m'a le plus peut-être sauté aux yeux en regardant leur match, une agressivité retrouvée. Je crois que pour faire en 2024 une bonne équipe de Première Ligue, c'est impossible de ne pas être une équipe agressive, haute sur le terrain, qui en veut. Et Chelsea, dans tous leurs matchs, tu vois par exemple contre Southampton, le 3e but du match, le 2e pour Chelsea, qui vient de ça. On voit tous les gars sont très hauts. Et Madueke qui surgit sur Kyle Walker-Peters, c'était la mauvaise passe de Lumley, le gardien. Et derrière, tout est fait. Et juste, il décale sur Nkunku qui marque dans le but vide. Genre de situation où l'agression de Chelsea paye. Aussi contre Villa, je me souviens, le premier but, pareil, c'est ce ballon-là qui atterrit. C'est dans les pieds de... C'est la passe de... C'est dans les pieds de Jadon Philogene. Et regardez Kukurea qui sort tout de suite. Il voit que sur ce temps de passe, entre guillemets, de sortie, il y a la possibilité de sortir sur son vis-à-vis. Hop, pression haute, force, récupération. Et après son centre aux petits oignons, là, magnifique. Pour la très belle finition de Jackson, comme on a dit, permet à Chelsea de marquer le premier but très tôt, comme contre Southampton. Ils marquent tôt. Et parce qu'ils sont hyper agressifs, haut sur le terrain. Cole Palmer, également, ça va pas donner de but. Ça va donner un tir cadré, mais sur cette passe de Konsa qui bat la première ligne de pression, on voit que c'était un Jackson qui était très très haut, elle est battue, mais sur Tillmans, Cole Palmer abandonne pas, il va le serrer, récupération haute, et ça va donner un tir cadré à la fin, beaucoup de tirs cadrés de ces gars-là, mais qui viennent d'actions défensives hautes. Donc on a parlé de ces actions, il y en avait une autre aussi contre Leicester, il y a 3 matchs, Fess qui était en grande difficulté sur le pressing de Nico Jackson et avec Enzo Fernandez qui est encore une fois aussi très très haut, qui accompagne les actions hautes, il va lui donner un bon ballon, Jackson finit. Beaucoup de buts et de situations de but qui sont générées par l'agressivité de Chelsea sur la phase haute, la partie haute du terrain, mais même je dirais juste ces deux gars-là, ils me font tellement vibrer, Enzo Fernandez et Caicedo, il y a un vrai côté latino-américain dans les duels à Chelsea, un niveau d'engagement tellement élevé, ce talent de Caicedo là, monstrueux, et ça va donner une très belle projection derrière. J'ai quoi, ouais voilà, c'est ça, avec en plus derrière Félix qui récupère, qui passe un petit pont sur son vis-à-vis. Chelsea a cette finesse technique, mais ça vient à la base d'un gros volume défensif. Les stats pour Caicedo, 3,2 tacles par match, 1,5 interception aussi, même Enzo Fernandez n'est pas en reste, 2,3 tacles par match, ça fait 5,5 tacles par match pour ce double pivot de Chelsea, qui a rien envié à personne en Première Ligue, qui est un très beau double pivot, et qui a encore tout le futur devant lui, 23 ans pour Enzo, 23 ans pour Caicedo.
Ils sont très chauds. Et Caicedo, franchement, m'impressionne. Alors, autant son transfert à la base, voilà, ça avait coûté cher, ça n'avait pas tout de suite bien marché. Mais depuis, il a, je crois, c'est 14 titularisations sur 14 matchs de Première Ligue. Il a été sorti que 2 fois, il a joué quasiment 100% des minutes, a même porté 2 fois le brassard. L'autre jour contre Aston Villa, a dépanné en tant qu'arrière droit. C'est vraiment un top Caicedo qu'on a, et un top Enzo Fernandez aussi. Donc ça vient avec cette agressivité, elle vient avec des chiffres très éloquents, élogieux pour les premiers cités. Tac réussi, Moïse Caicedo est deuxième de Première Ligue, dribbleur taclé. Il est premier tout en haut. Mais ça vient aussi avec beaucoup de fautes. Chelsea a le 5e volume de fautes totales commises en PL. Pourtant, et ils ont aussi, je crois, en carton jaune, le premier, personne n'a pris plus de cartons jaunes que Chelsea en Première Ligue, mais 0 carton rouge. Ce bon mix d'agressivité, d'intensité, d'énergie et d'un certain niveau de discipline quand même, en tout cas pas de carton rouge pris, ça me parle bien. Et vraiment, ouais, ce double pivot Enzo Caicedo, pour moi, c'est le top du top, et ça se lit aussi dans les chiffres le plus-moins quand ils sont sur la pelouse, combien de points prennent les équipes. Luis Diaz, quand il est sur la pelouse, personne ne fait mieux que lui, plus 19, mais à part les joueurs de Liverpool, voilà, Enzo Fernandez est là, plus 17, Moïse Caicedo, plus 16, leur présence change tout, en leur absence, ça deviendrait beaucoup plus compliqué, même si j'aime bien Romeo Lavia aussi, mais ouais, vrai beau double pivot. Et on va faire, ouais voilà, ils sont là, souvent en plus agressivité, mais aussi initiation des actions. J'aime beaucoup ce qu'ils apportent sur les deux parties du jeu. On va faire une petite pause pour parler du sponsor du jour. Les amis, comme vous le savez, j'en ai parlé au fur et à mesure des saisons, j'utilise personnellement NordVPN chaque saison, depuis longtemps, ne serait-ce que pour la fonctionnalité de se protéger, masquer son adresse IP en se connectant sur un serveur virtuel, voilà, sur internet. Ça c'est toujours utile, mais je veux dire, c'est juste la base. Le truc que je kiffe le plus, c'est la possibilité de se connecter aux serveurs d'autres pays pour dépasser les restrictions de géolocalisation. En se connectant par exemple au serveur mexicain, j'ai accès désormais sur la chaîne YouTube Caliente TV, qui est une chaîne mexicaine. J'ai accès non seulement au résumé de Ligue 1 bien avant qu'il sorte chez nous, par exemple là il y a le résumé du match, c'est hier soir, je m'enregistre samedi, c'est le match d'hier soir par exemple, PSG-Rennes, un résumé de 11 minutes 20, voilà, j'y vais, je me connecte, il est là en entier, absolument toutes les images, le doublé de Barcola, etc. Mais aussi, sur cette chaîne Caliente TV, il y a aussi un onglet live. Et si je vais sur l'onglet live, par exemple, il y a le match qui arrive là, Strasbourg-Marseille, Monaco-Montpellier. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont gratuits. En me connectant via NordVPN au Mexique, j'ai désormais accès. Et c'est pareil avec la Champions League. Il y a RTL Play par exemple, c'est pas les seuls, mais RTL Play en Belgique, qui offre des rencontres de Ligue des Champions si on est connecté en Belgique. Donc pareil, là pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis au Mexique. Mais si hop, je me connecte désormais en Belgique, c'est bon, je retourne sur RTL Play, j'actualise, maintenant c'est disponible. Voilà, ça c'est ce que permet NordVPN. Alors niveau tarif, c'est assez attractif. Avec le lien en description, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et ça revient à moins de 3 € par mois. 2,98 € par mois, c'est 83 € et quelques centimes pour 28 mois, plus de 2 ans. Ça c'est accessible avec le lien en description, nordvpn.com/willouvpn. Un quatrième point qui m'intéresse pas mal, la Conference League, alors pas forcément, c'est pas la coupe en elle-même, mais quand on regarde le tableau de cette Conference League, où Chelsea est à 4 sur 4, 18 buts marqués, 3 contre, voilà, et on voit les autres équipes, il y a une très belle opportunité pour Chelsea d'aller prendre un trophée. Un trophée, c'est jamais de trop. Première saison d'un entraîneur, tu peux prendre un trophée européen. Et avec ça, Chelsea deviendrait le seul club européen à avoir remporté toutes les Coupes d'Europe. Après, bon voilà, la Conference League existe depuis pas très longtemps, mais une distinction honorifique. À la base, je me disais, le fait que cette Conference League existe dans la saison de Chelsea, pas top. Pour être compétitif en Première Ligue, peut-être mieux de ne pas avoir joué de Coupe d'Europe et des déplacements inutiles. Mais, vu qu'ils ont un effectif tellement large, vaste, tellement de joueurs auxquels il faut donner à manger, c'est peut-être pas mal pour la rotation de pouvoir donner 4 matchs titulaires à Badiachil, à Disasi, à Jorgensen, à Modric, à Vega, à Nkunku.
qui a joué les 4 en tant que titulaire par rapport à la Première Ligue où c'est seulement 2 titularisations, je crois, en 14 matchs, 11 entrées en jeu. Dewsbury Hall aussi a beaucoup joué, Félix, Adarabioyo, etc. Donc voilà, même un Margouillou par exemple, qui a genre 20 minutes en Première Ligue, mais pourtant a joué les 4 matchs de conférence. C'est peut-être ça l'utilité pour maintenir un petit peu tout le monde éveillé et happy dans le vestiaire, même si je pense que tout le monde veut quand même jouer la PL. Réussir à impliquer tout le monde, ça peut être un très très bon point. Surtout que bon, voilà, Cole Palmer par exemple est même pas inscrit sur la liste pour la Conference League avant les matchs à élimination directe, ce qui veut dire ce qui montre un peu la stratégie de Maresca par rapport à tout ça. Je pense que c'est particulièrement important parce que ouais, il peut y avoir un petit peu de flottement quand je vois par exemple contre Southampton Nkunku qui fait tout le travail sur le 4ème but de Chelsea, superbe feinte de corps pour aller marquer dans le but vide, mais non, Palmer surgit et juste avant qu'il franchisse la ligne, la met au fond, ce que je trouve pas choquant, peut-être il y a le défenseur qui va revenir. Mais à la base, Nkunku a pas l'air très très content. Bon, finalement, il y a un petit sourire. Cole Palmer a dit désolé Christo, mais mes managers Fantasy Premier League avaient besoin de moi, avaient besoin de mon but. Et Nkunku qui réplique ouais, pas de souci, mon gars, no worries G. Donc voilà, finalement, pas de souci, mais ça gagne. Si ça gagne moins, peut-être que le mécontentement peut arriver. Et je sais qu'il y a déjà pas mal de supporters de Chelsea qui voudraient qu'Nkunku joue plus. Juste pour dire, avec tout ce talent offensif, forcément la question, elle arrive vite de est-ce que tu devrais pas plus faire changer ton 11 et donner plus de temps de jeu en PL à certains. Peut-être que la Conference League peut aider par rapport à ça. Ça c'est un axe d'amélioration potentielle, réussir à maintenir un petit peu toute cette bonne entente. L'autre, c'est peut-être ça. Défensivement, il y a encore pas mal de moments de flottement. J'ai vu par exemple contre Aston Villa, Wesley Fofana a battu, c'est une perte de balle assez bête, il faut un bel arrêt de Sanchez derrière pour pas que Watkins marque. On a dit aussi, on l'a pas dit mais on va le dire maintenant, Chelsea c'est la première équipe à avoir concédé, la deuxième équipe avec le plus de pénaltys concédés. Il n'y a que les Wolves qui en ont pris plus, 4 quand même déjà, sur 14 journées de Première Ligue. Ça fait pas mal. Et c'est pas axe d'amélioration, mais peut-être zone d'inquiétude. Dommage l'absence de Wesley Fofana encore. C'est les ischios, il me semble, ça pourrait durer un petit moment. Dommage de ne pas pouvoir construire, bâtir plus la relation, cet axe Colwill Fofana, qui sur le papier, moi, m'intéresse beaucoup. En plus, très très jeune, encore une belle marge de progression. Dommage de ne pas pouvoir aller un petit peu plus là-dessus. Mais ça, c'est ce que je dirais sur les axes d'amélioration, entre guillemets. La réalité, c'est que Chelsea est surtout armé pour dominer. Et à la fin, c'est ça qui m'intéresse le plus, je pense, de tout. On ne l'a pas encore montré, mais la différence, Chelsea est de très très loin l'équipe la plus jeune de Première Ligue. 23,9 ans de moyenne d'âge. Tottenham, deuxième, c'est 2 ans de plus, c'est 25,9. Chelsea, 23,9. Et c'est vrai, quand on regarde leur équipe, je vous ai mis l'âge, pas le numéro des joueurs, mais l'âge de chacun. Cucurella à 26 ans, c'est quasiment un vétéran. On a la paire, comme on a dit, Enzo, Caicedo, 23 les deux, Palmer c'est 22, Jackson c'est 23, Madueke c'est 22, Neto c'est 24, Félix 24, Sancho 24, Mudryk 23, Reece James c'est encore que 24, Gusto 21, Colwill 21, Fofana 23. Il y a Sanchez dans les buts, 27, c'est limite le joueur le plus âgé de l'effectif, mais derrière Jorgensen qui pousse et qui franchement a vraiment quelque chose à jouer pour prendre la place de titulaire, parce que pour le coup Sanchez c'est pas extraordinaire. Il a que 22, Jorgensen. Et en plus, les situations contractuelles de Chelsea, on a beaucoup parlé, mais voilà, Cole Palmer, il lui reste 9 ans de contrat, il est sous contrat Chelsea jusqu'en 2033. Pareil pour Jackson, Enzo Fernandez c'est 2032, Neto 2031, Caicedo 2031, Félix 2031, etc. C'est choquant, à tout le monde quasiment, il reste au moins 5 années de contrat, jusqu'à 9. C'est une situation très très différente d'un Liverpool qui a ses 3 plus gros salaires, Trent, Virgil, Salah, en fin de contrat à la fin d'année. Ouais, en plus, quand on considère qu'il y a un David Washington par exemple qui a été pris, qui joue pour l'instant qu'avec la B, et Estevão qui arrive cet été, et qui est déjà à 17 ans un international brésilien à 4 sélections, censé être le futur crack du championnat brésilien, et il arrive, Chelsea l'a acheté 34 millions, il arrive cet été. Voilà, Chelsea est bien armé pour la suite.
Et ma conclusion, c'est que Maresca a fait du très très bon travail. Il y avait déjà une base intéressante, mais c'est sûr, il y a une patte qu'on est en train de voir. Et ce Chelsea joue bien, c'est pas la meilleure attaque de Première Ligue pour rien. Cole Palmer, quand il est à ce niveau, qu'est-ce que tu veux faire? J'aime beaucoup la paire Enzo Caicedo, comme on en a parlé. Et ouais, c'est juste une équipe qui marche bien. Et en plus, qui a un calendrier assez intéressant. Alors, déplacement à Tottenham, c'est quand même un gros match dimanche 17h30. On va continuer de les suivre et ça va être intéressant. Mais après, Brentford, Everton, Fulham, Ipswich, Crystal Palace, Bournemouth, les Wolves, tout ça avant de jouer à Manchester City. Opta a fait une analyse, mais ça c'était avant le match de Southampton, mais c'est sans prendre en compte les matchs Crystal Palace, Bournemouth, etc. Les Wolves, c'était sur les 6 prochains matchs, le calendrier le plus simple, entre guillemets, de Première Ligue. Et voilà, Chelsea a encore l'opportunité de prendre pas mal de points. Pour moi, c'est une équipe qui joue bien. C'est un club qui a été beaucoup critiqué, mais moi j'avais dit dès le début, entre guillemets, je pense, Boehly, mine de rien, il sait ce qu'il fait sur tout de suite. En fait, tout de suite, son idée de essayer de disrupter un peu le game sur les situations contractuelles qui avaient forcé l'UEFA à répliquer vite et dire ok, vite pour l'amortissement fair play financier, ce sera que 5 années qui comptent. Vous pouvez donner des contrats de 20 ans si vous voulez, mais vous pouvez amortir que sur 5 ans. Ce genre de move où tu, comment on peut dire en français, mais où tu think outside the box, désolé. Mais pour moi, ça me mettait quand même sur une bonne dimension de... Ouais, il cherche à faire quelque chose de spécial. Et les recrutements, il y en a qui vont flopper. Mais ceux qui marchent, par exemple, Palmer, Caicedo, Fernandez, et bah maintenant tu les as sécurisés jusqu'en 2030 et plus. Donc ouais, je dis pas qu'ils vont forcément faire dauphin cette année. Le top 4 doit être un objectif parce qu'ils sont plutôt bien armés. Et après, avec Liverpool, Arsenal, il y a forcément City qui va revenir à un moment donné. Mais bon, même si j'aime beaucoup Brighton, hein, et attention à Brighton, mais il y a moins qu'à la fin, le top 4 ressemble à ça. Attention, il y a d'autres équipes qui peuvent revenir. Mais c'est ce que je dirais, parce que Villa est un peu décevant cette saison. Tottenham, sur le papier, ça m'intéresse bien, mais un petit peu inconstant. Voilà, je pense Chelsea, qui a la deuxième meilleure différence de but. Ça, c'est généralement la stat qui trompe le moins. Je pense que Chelsea peut faire une bonne saison, et je pense que c'est un club qui, mine de rien, est plutôt, va dans la bonne direction. Malgré toutes les critiques qu'ils ont reçues, moi, je vais pas dire que j'étais un défenseur de la première heure, mais j'étais peut-être un petit peu trop tôt dans mon estimation. Je pense que sur les prochaines années, Chelsea, il faut s'en méfier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tellement mal à la langue, je suis désolé, j'espère que auditivement ça n'a pas été trop une catastrophe. Mais ouais, prenez soin de vous les potes, et on se retrouve le plus tôt possible, en espérant que cette tafte de l'enfer ait disparu. On se dit à plus les potes. Bisous.